bonsoir. Du coup, bonsoir à tous. Alors, pour moi, c'est une grande première aussi ce soir, puisque première fois que j'interviens devant une webcam et un sanglier qui me regarde. Enfin, vous pouvez pas le voir parce qu'il est derrière, mais c'est assez fantastique. Voilà. Donc, on va parler un petit peu ce soir, enfin, avec Naya, de pédagogie. Donc, histoire un petit peu de la pédagogie, ce qui peut se faire dans les, voilà, actuellement au niveau de l'éducation nationale, mais aussi en dehors de l'éducation nationale. Voilà. Donc, ça va être un petit peu le plan de tout ça. Oui, parce qu'en fait, l'idée de départ, c'est vraiment, puisqu'on parle de banque comme l'idée d'apprendre des choses, mais apprendre des choses, il faut savoir que ça s'apprend dès le début. L'enfant, même quand il est dans le ventre de sa maman, il apprend des choses. C'est pas, un enfant, c'est pas un être comme ça qui finira par comprendre et apprendre des choses une fois adulte. C'est vraiment voilà, un enfant qui grandit. Bien, il a besoin d'avoir des outils adaptés pour l'aider pour l'aider à mieux grandir. Ce qui n'exclut pas le fait que la pédagogie s'applique aussi aux adultes. Voilà, tout à fait. Bah donc, en fait, quand on prend la définition de la pédagogie, hein, que ce soit dans n'importe quel dico, en fait, on nous dit que c'est c'est l'ensemble des méthodes qui permettent d'éduquer les enfants et les adolescents. Moi, je trouve ça un petit peu restrictif parce qu'en fait, je vais plutôt parler d'apprenants, parce que voilà, il n'y a pas que les enfants et les adolescents qui apprennent dans la vie. Voilà, on apprend encore ce soir, notamment ici au Geek Ferries, au Headbang. Donc voilà. Dès que tu dis potentiellement, dès que tu dis mais il est con celui-là, potentiellement c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre quelque chose. Voilà, Hein. tout à fait, c'est ça. Et on a tous besoin d'apprendre. On a tous besoin. Et donc en fait voilà, la pédagogie, il faut prendre ça un petit peu comme une prescription. C'est comme si on allait chez le médecin et puis il nous disait bon bah voilà, on peut faire de telle façon, voilà, il y a ça. Maintenant c'est pas une science exacte. On a besoin de voir, voilà, les publics sont tous différents, il y a plein de choses qui font que il n'y a pas une pédagogie qui fonctionne avec tout le monde en fait. Ça c'est pas possible. Voilà. Donc voilà, c'est pas non plus un discours institutionnel, c'est-à-dire que c'est pas l'institution qui va faire en sorte que telle pédagogie soit adoptée. En fait, les programmes sont faits en fonction des gens qui ont réfléchi avant, des pédagogues, qui eux, par contre, donc, en fonction souvent des différentes périodes d'évolution des enfants, ont réussi à caler des choses, à trouver des techniques qui fonctionnent pas forcément avec tous, je répète encore, mais qui vont pouvoir aider aux apprentissages. Les pédagogues, c'est ni plus ni moins que des chercheurs qui vont développer des théories, les tester, les confirmer, les infirmer, avec évidemment le flou parce qu'il s'agit de sciences humaines et donc de matériel humain en quelque sorte. Et l'idée, c'est... Après, c'est utilisé de plusieurs manières. Il n'y a pas que l'éducation nationale. L'éducation nationale, elle fait ses choix parmi tout ce qui est possible de faire en termes de pédagogie, ou les non-choix. Enfin, et par ailleurs, il y a des tas de besoins d'apprentissage, ne serait-ce que il faut un logiciel, il lui faut un squelette pour s'appuyer. Ben voilà, c'est pareil. Un roman, il lui faut un sommaire, il lui faut une architecture. Ben, la pédagogie, c'est l'architecture de l'apprentissage. Voilà, tout à fait. Et c'est ce qui va permettre de développer toutes ces connaissances, qu'elles puissent jaillir de la personne qui est en train d'apprendre, en fait. Hein. Voilà. Donc, en fait, déjà, je vais commencer un petit peu par resituer la place de l'enfant dans la pédagogie. C'est-à-dire que souvent, il y a ce qu'on appelle le triangle de la pédagogie, en fait, donc où il y a l'enfant, il y a l'enseignant et la connaissance. Voilà. Et souvent, en fait, depuis l'Antiquité, c'était surtout, je perds mes mots, la connaissance qui était mise au centre, en fait. C'est-à-dire que voilà, le but, c'était de remplir le cerveau des apprenants, hein, voilà, de la façon dont on pouvait. Voilà, c'était le souci, voilà, c'était ça. Le pédagogue, en fait, c'était celui qui apportait la connaissance et qui était là simplement pour ça. Ensuite, par contre, il y a eu des petits changements. Donc déjà, c'était l'enseignement, c'est celui qui montre, l'enseignant, c'est celui qui montre les signes. Là, on n'est plus dans celui qui va apporter la connaissance, c'est celui qui va montrer les signes. Donc, petit à petit, en fait, on va aller vers le fait d'apprendre à apprendre.
C'est-à-dire que plutôt que d'engranger des connaissances, de se remplir le cerveau, on va déjà voir comment on peut faire pour apprendre. Et puis après, une fois qu'on saura faire, là, on va pouvoir aller chercher les connaissances là où elles sont. Oui, parce que le but va être que l'information reste. C'est pour passer d'une oreille à l'autre sans s'arrêter. Il faut que l'info, elle reste, et il faut aussi qu'elle puisse être mise en œuvre. Donc, voilà. Voilà, tout à fait. Donc voilà un petit peu pour ça. Je vais reparler un petit peu justement d'une chose qui a marqué pendant un moment, c'est l'échec dans l'éducation. C'est-à-dire que souvent on prend ça du côté binaire. C'est-à-dire que quand un enfant fait une erreur, tac, il est du côté échec. Quand il va réussir, hop, il est du côté réussir et réussite. Alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça qu'on apprend. Le principe, en fait, c'est complètement différent et ça perturbe un petit peu. C'est-à-dire qu'on va aller soit direct à la réussite, soit sinon on va aller sur un échec, mais l'échec n'est pas de l'autre côté. C'est-à-dire que l'échec, au contraire, il va nous permettre de rebondir pour aller peut-être vers un deuxième échec, peut-être vers un troisième, mais la réussite est après. C'est-à-dire que c'est pas oui ou non, c'est pas du binaire, c'est voilà, l'échec nous conduit petit à petit à la réussite. C'est comme ça qu'on va apprendre. Alors. Comme en science. C'est par tâtonnement. L'échec donne énormément d'informations qui permet d'aller vers la découverte. Voilà, c'est là où on se remet en question et on va pouvoir trouver des remédiations en fait. Donc voilà. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, donc au niveau de la connaissance, c'était pas du tout ce qui était appliqué au départ. Hein. Par contre, on demandait donc à l'enfant de s'adapter au modèle des adultes en fait, et on leur disait voilà, il faut apprendre pour faire ça, pour être comme ça. C'est à partir seulement du XVIIIe siècle, donc période des Lumières notamment, où on a commencé à se poser des questions, donc notamment avec Jean-Jacques Rousseau, c'était Émile ou de l'éducation, qui a commencé à se dire bon, l'enfant est éducable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui inculquer des choses, mais en lui demandant d'apprendre par lui-même. Ah ouais. Ah bon. Aïe. Donc là, il n'y a plus de... On enregistre en local. Donc en fait, on peut reprendre notre conversation. On tire une autre. Moi, écoute, je pense qu'il y a un truc, c'est que dès que je propose qu'on continue à discuter, et dès que c'est OK, on reprend sur l'autre, on va redire la même chose éventuellement en faisant un raccourci. Ça, c'est super compliqué pour toi. Mais après, en fait, juste tu poses des têtes de chapitre une fois qu'ils nous disent c'est bon. Et puis du coup, au moins, on a les replays là. Ok, donc 3, 4, on reprend. Ok, donc voilà. Donc ensuite, je vais parler un tout petit peu là, des dérives de tout ça, parce que voilà, il peut y avoir justement l'institution qui peut s'en mêler. Hein. Et à ce niveau-là, en fait, il y a eu des expériences malheureuses, donc notamment au niveau du formatage, où on peut croire que la pédagogie va nous amener des clones, en fait. Que chaque enfant va pouvoir devenir comme ça, avec telle méthode, on va pouvoir faire de la fabrication d'humains, en fait, de petits hommes. Ouais. Donc ça peut être une des dérives, où certaines pédagogies peuvent être utilisées comme ça. On a aussi en fait la manipulation, parce que du coup, grâce à ça, malheureusement avec ça, on peut inculquer des idées qui sont parfois fausses, et puis les diffuser à grande échelle, malheureusement. Et puis derrière, en fait, se pose le souci parfois du totalitarisme. Donc là, il y a eu, je pense notamment à la pédagogie Montessori, qui a été à l'époque de Mussolini. Justement, Mussolini a essayé de la récupérer, c'est-à-dire qu'il est allé voir Maria Montessori et il lui a dit ça fonctionne bien maintenant. Donc elle a commencé dans les quartiers de Rome au départ, les quartiers un peu pauvres. Et puis petit à petit, ça commençait à prendre un peu partout. Et il s'est dit, on va utiliser cette méthode
pour pouvoir former des bons petits soldats qui sauront faire ce qu'on leur demande. Et elle a refusé, elle est partie en exil. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a permis d'aller développer toutes ces pédagogies au niveau des États-Unis, jusqu'aux Pays-Bas, en fait, où elle a fini sa vie, et d'ailleurs où la pédagogie Montessori est reconnue là-bas. Voilà. Donc c'est une des pionnières en fait de la pédagogie telle qu'on la conçoit maintenant. En fait, voilà, au début du XXe siècle, il y a beaucoup de chercheurs, pédagogues, qui se sont posés des questions par rapport à tout ce qui se faisait avant. Donc avec le fait de l'école, l'instruction obligatoire en France, avec les lois Jules Ferry, ils se sont posés des questions. Et en fait, ça a permis justement à tous ces cerveaux de réfléchir et de trouver des méthodes différentes. Alors il y a des grosses différences, mais on est arrivé dans ce qu'on appelle la pédagogie nouvelle, qui s'est développée en divers vagues. On a eu par exemple la pédagogie de projet, il y a eu la pédagogie active, il y a eu les pédagogies un peu démocratiques aussi, où c'est voilà. Donc par exemple, on a, je vais reprendre quand même mes notes, 2 petites secondes. Ouais, c'est ça. On a Neil, par exemple, qui est parti sur une pédagogie démocratique où en fait il y a des réunions d'apprenants, en fait, et c'est eux qui vont décider démocratiquement en votant de ce qu'ils vont faire en fait dans cet esprit-là. On a Freinet, lui, qui va plutôt aller vers le tâtonnement expérimental, qui va créer pas mal de choses. Je vais revenir justement sur la pédagogie Freinet juste après. Et on a la pédagogie Montessori, donc là où on va aller vraiment sur les périodes sensorielles des enfants. C'est-à-dire qu'on va s'adapter à leur niveau de sensibilité en fonction de leur âge. Et puis dans toutes ces pédagogies, en fait, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est que c'est l'enfant qui va aller vers les apprentissages et non l'inverse, vers la connaissance. Est-ce qu'il y a un pédagogue qui s'adresse plus est-ce que par exemple Montessori, est-ce qu'elle s'est plus focalisée sur la petite enfance? Est-ce que Alors, dans ces périodes sensorielles, en fait, c'est vrai qu'elle commence dès la naissance, et elle va au départ au niveau des périodes sensorielles, je crois que c'est 6-8 ans au départ jusqu'à ces eaux-là, donc il y a 6 ou 7 périodes différentes, qui se chevauchent d'ailleurs, parce que c'est pas, voilà, chacun a son rythme. Après, effectivement, ces méthodes peuvent continuer à s'appliquer. Maintenant, au départ, elle s'était focalisée sur ces âges-là. Et donc, par exemple, Freinet, lui, il va s'intéresser aussi en partant de la petite enfance ou, Tout à fait. Enfin, il a commencé à ce niveau-là. Par contre, lui, il est plus parti sur l'autonomie dans les. C'était plus dans les classes, parce que c'était un enseignant à la base qui donc a développé ça. Et il a lui, il était plus parti donc sur l'action d'apprendre et de la mise en œuvre en fait de tout ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il leur proposait des projets qu'il devait mener du début à la fin. Je vois par exemple l'imprimerie. Ça a été vraiment une grosse révolution au niveau de l'école, puisque lui, il proposait la création d'un journal scolaire où les enfants étaient vraiment partie prenante du début à la fin. C'est-à-dire qu'ils commençaient à la conception des articles, mais ça passait par la mise en page, ça passait par plein de choses, jusqu'à l'action vraiment d'imprimer le journal à la fin, donc avec l'imprimerie, les petits caractères et l'encre, vraiment à l'ancienne. Voilà, pour pouvoir avoir ce journal qui était édité, enfin vraiment et distribué après. Donc ça permettait d'avoir une vision de ce qui est un objectif pour les apprenants. Donc ils savaient où ils allaient et ils étaient en parfaite autonomie par rapport à ça et c'était génial, quoi. Enfin, et ça continue à s'appliquer. Donc Freinet, c'est une pédagogie qui est reconnue par l'éducation nationale. Donc il y a des classes qui sont en Freinet, alors pas forcément toujours complètement, mais il y a beaucoup de choses qui se font dans ce domaine-là, même dans le secteur ici. Donc par rapport à Freinet, en fait, c'est ça, voilà, sa philosophie, enfin sa pédagogie, c'était vraiment ce côté atelier, en fait, où il mettait aussi des ateliers à disposition des enfants. Donc c'est eux qui choisissaient vers quel atelier, quel niveau ils souhaitaient aller. Et en fait, c'est parti aussi un petit peu de lui, les fichiers autocorrectifs, c'est-à-dire qu'ils devaient, c'était les enfants eux-mêmes qui finalement allaient voir les erreurs qu'ils avaient faites. Donc voilà un petit peu pour Freinet. Donc lui, c'était début du XXe siècle, en fait, vraiment. Et puis, je passe un petit peu à la pédagogie, justement, de Maria Montessori, donc je connais un petit peu mieux. Donc celle-ci, par contre, n'est pas reconnue éducation nationale. Maintenant, on voit beaucoup de choses quand même dans les classes qui se font avec ça, et aussi en dehors des classes, d'ailleurs. Donc Maria Montessori, pareil, début du XXe siècle.
Elle s'est posé beaucoup de questions donc au niveau des quartiers pauvres de Rome au départ. Elle s'est occupée des enfants dits débiles. C'était le mot qui était employé à l'époque. Et elle avait des très bons résultats, justement. Elle arrivait à bien réussir à faire évoluer ces élèves-là. Enfin, et en fait, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle se base sur les périodes sensorielles. Donc voilà. Elle... En fait, voilà. Donc oui, en pédagogie Montessori, en fait, tout est adapté pour l'enfant. Donc je disais tout à l'heure, au niveau des... Enfin, avant, c'était surtout l'enfant qui devait s'adapter à l'univers des adultes. Là, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est les adultes qui créent un environnement pour que les enfants puissent se sentir bien et accéder à cette pédagogie. Notamment, les ateliers se font au niveau du sol, sur des tapis. Pour pouvoir aller chercher une petite activité, ça se passe dans des plateaux. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui va aller vers des meubles, des rangements, des choses comme ça. Et c'est lui qui va aller chercher ce dont il a besoin. Oui, donc le monde est à son niveau. Voilà, c'est ça. Donc tout est accessible. Il va dire, ah, tiens, j'ai envie de faire celui-ci aujourd'hui. Il va l'amener sur son tapis. Et donc là, c'est parti. Donc, en pédagogie Montessori, en fait, je dirais, il y a le matériel, donc, qui est préconisé à l'origine par Maria Montessori. Ça continue, hein, il y a ses descendants qui continuent tout ça. Il y a plusieurs mouvances, d'ailleurs, maintenant. Et en fait, le matériel est adapté à chaque période. C'est-à-dire que tel matériel va être adapté plutôt aux 0-2 ans. Après, il va y avoir du matériel pour les 4-8 ans. Après, il va y avoir... Mais les enfants, voilà, rien n'empêche qu'ils aillent chercher dans d'autres matériels. Donc voilà, ce matériel, en fait, c'est une partie de la pédagogie Montessori. C'est-à-dire qu'il est vraiment adapté, mais il ne fait pas tout. C'est-à-dire que l'enfant, seul avec le matériel, peut se débrouiller, mais ce n'est pas lui qui va pouvoir trouver tout de suite ce qu'il faut faire avec. Donc le rôle d'un éducateur ou d'un enseignant, dans ce cas-là, en pédagogie Montessori, ça va être de montrer. C'est-à-dire que là, on va vraiment aller vers l'exemple. L'éducateur va pouvoir donc prendre, sans parler, le matériel, se mettre face ou à côté de l'apprenant et faire les gestes qui correspondent à ce matériel. Je pense à des choses vraiment pour la petite enfance, les versets par exemple, où on a différents types de graines ou de choses soit dans des pichets, dans des petits pots, et on va apprendre à verser sans renverser, et ainsi de suite, et on repasse. Après, ça peut être aussi des choses où il va falloir prendre, avec des pinces notamment à escargot, des choses voilà, pour apprendre la manipulation. Et on va lui montrer, une fois. Et ensuite, c'est à lui de faire. On lui propose de faire. Donc là, il va pouvoir pratiquer. Et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir se remettre en question. Par contre, en pédagogie Montessori, on ne va jamais lui dire que quelque chose ne va pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, c'est juste une remise en question. Bon, à la rigueur, on peut lui demander si lui, il pense que ça va, c'est tout, mais on ne va pas aller plus loin. Et voilà, ça va être une chose très importante dans cette pédagogie. Donc comme je le dis, la présentation de l'atelier, c'est 80% des choses. Le matériel vient après, en fait. Et l'enfant peut recommencer, on peut lui remontrer, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Voilà. Ouais, non, je viens de présenter un petit peu tout ça. Donc ensuite, maintenant, comme je disais tout à l'heure, les pédagogies, elles ne s'adaptent pas forcément à tous les types d'enfants. C'est-à-dire que dans la vie, voilà, tout le monde c'est pas des clones, hein, on n'est pas tous des clones, heureusement d'ailleurs. Et en fait, on a tous notre façon d'apprendre, on a tous notre façon d'aller chercher la connaissance. Et ce qui dit vraiment difficile, parce que voilà, on parle des enfants qui peuvent être handicapés, qui sont en difficulté scolaire, mais il y a aussi les enfants à haut potentiel. Hein, et tous ces enfants-là, ils ont des façons très différentes d'apprendre. D'ailleurs, certains, même des hauts potentiels, peuvent se retrouver en échec scolaire dans des milieux classiques, alors qu'en fait, c'est juste que ça ne leur convient pas. Cette pédagogie ne leur convient pas. Voilà. Donc, pour ça, en fait, à part le fait de changer de méthode, de trouver celle qui va s'adapter le mieux à l'enfant et de lui proposer même plusieurs choses, voilà, c'est ce qui va pouvoir... La particularité des enfants à haut potentiel, que je connais mieux, c'est quand même que tout avance pas au même niveau. Ah non, tout à fait. Le fait de comprendre une technique ou de comprendre un concept, ça n'empêche pas que la maturité affective doit aller, doit être au même niveau.
c'est l'ensemble de l'individu qui doit être au même niveau. Une des problématiques, c'est justement, il y a la partie apprentissage, elle va trop vite par rapport au reste. Oui, c'est ça. Voilà. Et pas forcément avec les mêmes méthodes. Voilà. C'est-à-dire que pour aller d'un point A à un point B, lui, il va pas forcément faire le chemin droit, le chemin direct en fait. Il va plutôt zigzaguer. Il va y arriver avec ses méthodes à lui, qui au contraire seront plutôt même parfois plus élaborées que celles qu'on attend. Mais voilà quoi. Oui, il aura appris 3 dictionnaires dans l'intervalle. Tout à fait. Voilà. Mais au moins, il aura sa méthode et sa façon de faire. Tout à fait. Donc c'est vrai que voilà, il faut trouver la pédagogie en fait qui correspond à chaque enfant. Alors au niveau de l'éducation nationale, c'est vrai que ça permet d'avoir déjà une base un petit peu pour tous. Maintenant, effectivement, on le sait très bien, dans les classes, elle n'est pas adaptée à tous. Il y a des enfants qui ont besoin de choses un petit peu différentes. Perso, j'ai quand même un petit peu l'impression que après, bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui m'énervent un petit peu. J'ai un peu l'impression que ça consiste généralement à faire, comme ce que tu disais, au temps des Grecs, c'est-à-dire on verse la connaissance dans une tête, et puis s'il y a une difficulté, éventuellement, on va les orienter vers autre chose. Pour essayer, voilà, et puis ils sont vraiment trop casse-pieds, donc on va mettre un petit peu plus pour eux. Mais j'ai quand même un peu l'impression que c'est vas-y, apprends. Oui, malheureusement, ça peut tourner facilement comme ça. Après, voilà, c'est pas le cas de toutes les classes. Il faut le savoir, il y a quand même des endroits où il y a des choses un petit peu différentes. Bon, malheureusement, c'est comme partout. Voilà, il y a des différences. Après, ça, c'est mon point de vue. Non, mais tout à fait. Et ce qui se comprend, c'est vrai que c'est le point de vue de pas mal de parents, d'ailleurs, qui se posent des questions parfois pour leurs enfants, pour l'éducation de leurs enfants. Il faut savoir que ça permet aussi quand même au plus grand nombre d'avoir des bases. C'est déjà ça aussi. Mais c'est pas adapté à tout le monde, comme je l'ai dit. Une fois, j'ai entendu l'important dans une classe, il y a tellement d'enfants que le but est avant tout la discipline pour arriver à faire des choses. Et ensuite, si on a le temps, on s'occupe de... Ouais. Malheureusement, ça peut arriver. Il y a trop d'enfants dans les classes, et donc on va privilégier le groupe, la quantité, donc la discipline. Tout à fait. Alors qu'en fait, c'est pas forcément le fait d'apporter comme ça une connaissance où tout le monde va faire la même chose au même moment. C'est pas ça forcément qui va faire que la discipline va être meilleure. Je comprends le point de vue, effectivement. Ouais. Non, mais tout à fait. C'est plus simple. C'est plus simple. Je pense que quelquefois, ils n'ont certainement pas le choix. Mais... Voilà, tout à fait. Après, il y a moyen de partir sur des projets qui les intéressent, leur donner envie. Parce que là, tout de suite, au niveau de la pédagogie, enfin au niveau du contenu, ils vont plus aller chercher par eux-mêmes, en fait, pour pouvoir aller plus loin dans cet objectif-là. Leur donner envie, susciter l'envie, c'est une chose principale. Tu vois, effectivement, le passé composé, c'est pas super intéressant à l'école, ça sert, voilà. Mais on peut le rendre intéressant. On peut leur donner envie d'y aller. Je sais pas, en leur montrant que c'est une recette de cuisine, ou on va prendre racontant l'histoire qui va avec. Ou en racontant une histoire, en les mettant dans un monde merveilleux, fantastique, il y a toujours moyen de trouver. Voilà. Donc le but, ça va être ça, de donner envie, en fait. Et il y a beaucoup quand même de pédagogie qui se tourne vers ça quand même maintenant. On sent que ça évolue petit à petit. Et donc je vais en venir un petit peu à ce qui peut se passer en dehors de l'école, justement, parce que là on vient de parler dans l'école, mais en dehors de l'école. Voilà. Donc il faut savoir justement, parce que c'est souvent confondu, en fait, l'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. Et donc il existe aussi des alternatives à tout ça, notamment l'instruction en famille. Donc moi j'ai des amis qui pratiquent ça et qui dans leur quotidien en fait vont pouvoir, ont pris du temps pour l'éducation de leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils vont passer du temps. Alors, par rapport à l'école, ça paraît beaucoup moindre en fait, mais finalement c'est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que le temps est réduit, l'efficacité est vraiment accrue. C'est-à-dire qu'on a 2 heures seulement d'apprentissage par jour, vraiment, et c'est l'enfant qui décide ce qu'il veut faire souvent, moins dans ces familles-là. Et par contre, presque tous les jours, il y a une sortie. Ça peut être musée, ça peut être une visite de n'importe quoi, quel monument historique ou autre. Voilà, une mise en application. Et ça peut être simplement une balade dans la nature, dans la forêt. Aller voir, je sais pas, tel type de plante, les ramener, voir comment ça évolue, les faire pousser. Voilà. Et là, les enfants apprennent vraiment. Maintenant, l'instruction en famille, il y a ce côté-là qui permet... Après, ça peut poser aussi des soucis au niveau notamment des difficultés au niveau de la relation entre les parents
et les enfants qui font justement l'instruction en famille, parce que où s'arrête le rôle de parent et le rôle d'enseignant un petit peu. Oui, j'imagine que ça ne doit pas être évident en plus de toute la partie coercition qui est obligatoire pour un certain nombre de choses. Je pense à l'hygiène, la sécurité, etc. Voilà. Si y a une petite prise de bec entre le parent et l'enfant le matin au sujet du fait de se laver les dents, ça va être difficile après de partir sur de bonnes bases. Ça va sûrement rejaillir au moment du temps d'apprentissage. Donc effectivement, cette relation est sûrement sur la corde. D'où l'importance des pédagogues. Tout à fait. Voilà, ils sont là justement pour recadrer un petit peu tout ça, redonner des modèles. Après, c'est vrai que pour l'instruction en famille, il y a aussi des contraintes. C'est-à-dire qu'il y a des contrôles réguliers je dirais que c'est un petit peu logique. On ne peut pas faire non plus tout et n'importe quoi. Et pour que ça entre dans le cadre de l'éducation nationale, surtout pour pouvoir avoir accès aux diplômes et autres. Après, c'est plus ou moins facile. C'est plus ou moins, suivant les régions, les départements, contraignant. Maintenant, ça peut se faire. Oui, en fait, il faut savoir aussi que l'école à la maison est un bon moyen, évidemment, pour faire du mal à un enfant. Donc, on a beaucoup parlé du fait d'éventuellement l'interdire en raison de pratiques sectaires ou religieuses extrémistes. Le fait est que des parents pédagogues, il y a moyen de faire la différence quand même. Oui. Et je trouve que, moi personnellement, des gens sont victimes de quelque chose. C'est comme si on mettait tous les gens en prison au cas où ils soient voleurs, ils deviennent voleurs parce qu'il y a des voleurs. Tout à fait, non mais c'est ça, on généralise alors que finalement... il n'y a même pas à généraliser d'ailleurs, puisque la plupart du temps, les parents qui se lancent dans l'instruction en famille, c'est des parents qui en sont conscients, qui ont déjà étudié des pédagogies, qui savent déjà où ils vont aller, qui prennent des cours eux-mêmes, qui font partie d'associations. Voilà, tout à fait. Donc, c'est... voilà, à mon avis, les dérives, toujours existé, mais c'est quand même quelque chose, à mon avis, rarement dans des parents qui s'autocontrôlent, qui mettent en œuvre une synergie de manière à... ce problème de lavage de dents, il faut le résoudre à un moment. Ça, voilà. Donc il faut avoir des tiers qui vont faire la médiation et qui peut-être aussi permettent de dire mais ton parent il t'apprend des trucs mais c'est pas forcément pour t'embêter. Ça se passe un peu comme ça, enfin voilà quoi. Non, tout à fait. Et je reviens un petit peu à la pédagogie Montessori. Du coup, il y a aussi les tâches ménagères qui sont incluses dans les apprentissages. C'est-à-dire que pour apprendre certains gestes, on va leur demander notamment de laver la table. C'est-à-dire qu'il y a une table qui est à leur hauteur et vraiment, voilà, il y a tout le matériel, il y a l'éponge, il y a la petite bassine avec de l'eau et hop, c'est parti. Pour acquérir certains gestes qui vont être utiles plus tard quand ils vont apprendre la manipulation d'un stylo ou autre. Voilà, donc ça rentre vraiment dans le quotidien. C'est pas quelque chose qui se fait juste sur ces 2 heures d'apprentissage par jour. Toujours au niveau un petit peu des critiques qu'on peut avoir par rapport à l'instruction en famille aussi, c'est le manque de socialisation. C'est-à-dire que souvent on dit après ouais mais s'il est toujours à la maison, il va pas avoir de monde et tout. Alors qu'en fait, il y a moyen justement de les emmener vers ça, notamment à travers les associations, à travers des regroupements avec des éducateurs ou autres. Il y a toujours moyen en fait de trouver des moments où les enfants vont socialiser. Et puis, à partir du moment où je pense qu'à partir du moment où ils sont dans cet esprit pas d'école à la maison, voilà, ils vont pas non plus faire n'importe quoi derrière, quoi. Ils savent que c'est pour leur bien, que c'est fait comme ça. On est bien d'accord que la sociabilisation, ça consiste à vivre parmi les autres humains avec plaisir et pas à se prendre des coups sur la figure à la récré parce qu'il y en a un qui est plus caïd que l'autre. Que ça consiste pas non plus à prendre des vannes racistes, sexistes, des agressions sexuelles, etc. Tout à fait, mais ça parce que les dessous de la cour de récré, on en parle le moins. Oui, non, mais tout à fait. Et il y a énormément de gens qui témoignent de traumatismes qui sont liés à cette période scolaire. Bien sûr. Donc c'est vrai que tout est mis en œuvre pour que ça s'arrête, mais voilà, c'est pas forcément facile partout, c'est pas toujours évident. Puis ça se voit pas forcément. Voilà, les gamins qui sont victimes de raquettes, ils ne vont pas forcément le dire parce que, et en général, ils ont tout intérêt à pas le dire, de leur point de vue, je veux dire. Donc la sociabilisation via l'école, c'est pas forcément quelque chose qui est doré face à des âges sombres d'enfants qui sont scolarisés de façon différente. Tout à fait. Non, c'est pas, on n'attend pas forcément les mêmes choses.
de ces enfants, on a l'impression que ceux qui sont à la maison, il faudrait qu'ils fassent plus encore, alors que c'est vrai que sur les cours de récré, comme tu le dis, c'est pas ça, quoi. Pas toujours. Ça ne protège pas après de côtoyer d'autres enfants. Non, ça ne protège pas des problèmes, mais en tout cas, la rencontre au sein du milieu associatif, les associations de sport, etc., il peut y avoir des problèmes, mais il y a un but commun et qui fait qu'effectivement, là, il y a un pédagogue. Pour apprendre un sport, il faut aussi quelqu'un qui va utiliser une pédagogie et qui permet à l'enfant d'avoir quelque chose qui fait la médiation. Non, tout à fait. Et voilà, je vais avancer un petit peu. Donc donc il y a bien sûr l'instruction en famille, mais par contre il y a aussi d'autres formes d'apprentissage, c'est-à-dire par rapport à tout ça, il y a l'école bien sûr, mais on peut aussi en dehors de l'école. Donc voilà, il existe aussi d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y a notamment des associations, comme tu le disais, qui permettent d'apprendre autrement. Alors moi j'ai l'exemple d'une association qui est dans l'Indre, qui s'appelle Apprendre autrement justement, et qui propose régulièrement à chaque début de petites vacances scolaires, une journée complète sur un thème particulier. Ça va être les Indiens, ça va être l'invention de l'écriture, ça va être quelque chose. Et les enfants vont, avec différents types de pédagogie, alors souvent des pédagogies actives, dérouler sur ce sujet-là plein de choses. C'est-à-dire qu'ils vont passer leur journée autour de ce thème-là. Et c'est eux qui vont aller voir ce qu'ils souhaitent en tirer. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément participer à toutes les activités, c'est eux qui vont décider. Voilà. Ça reste une association, donc c'est le but, c'est d'apporter un plus par rapport à l'enseignement classique. Ensuite, il y a aussi des personnes qui ont leur auto-entreprise et qui proposent justement aussi leurs services dans différents types de pédagogie. Alors, il y a une question comme ça qui me vient à l'esprit. Est-ce que, dans quel but justement, est-ce qu'il s'agit d'augmenter les performances de l'enfant? Est-ce qu'il s'agit de bien-être? Donc, voilà, quel est le but poursuivi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup le fantasme de parents d'avoir je veux absolument que mon enfant soit telle ou telle chose, je veux absolument qu'il sache tout de suite comme s'il sera encore meilleur, je veux qu'il sache parler 3 langues avant l'âge de 3 ans. Est-ce que tout ça, tous ces parents qui vont ou tous ces pédagogues qui vont agir. Donc là, pour le coup, je ne parle pas d'enfants qui peuvent avoir des problèmes qui leur occasionnent un retard scolaire, quel qu'il soit, psychologique ou physique. Est-ce que, quel est le but poursuivi par rapport à ça? Qu'est-ce que font ces parents? Ils veulent des petits génies avant l'heure, ou alors il est question d'un équilibre, d'un bien-être qui s'étalerait sur plusieurs années? Ça peut arriver, en fait, ça peut être une dérive, effectivement, parce qu'il y a des parents, justement, qui veulent absolument que leur enfant saute des classes, ou que leur enfant, ça y est, soit le meilleur tout de suite, qu'il sache tout faire. Alors souvent, tu parles un petit peu des gens qui s'occupent en dehors du système scolaire. Oui, en fait, évidemment, j'ai un parti pris par rapport à ça, mais oui, le but, je vais aller dans un atelier Montessori, comme ça j'aurai un petit génie. Oui, voilà. Alors souvent, justement, au départ, tu as exclu un petit peu tous les enfants en difficulté, sauf que c'est le public principal, en fait. Le public principal, ça va vraiment être cela. Après, il y a les enfants au potentiel quand même, qui sont là justement parce que ils peuvent être en échec au niveau de voilà, donc du coup, on est sur l'échec. On est sur de l'échec. C'est Ouais. souvent à partir de l'échec, en fait. Ça peut être aussi sur d'autres, sur des troubles ou autres, ou sur des accidents de la vie, notamment même pour des adultes qui réapprennent justement burn-out, pas mal de choses. Ouais, tout à fait. Et qui peuvent parfois même en perdre, notamment l'écriture, et qui peuvent réapprendre comme ça d'une manière différente et ne pas forcément retourner en classe parce qu'à 25 ans c'est pas simple de réapprendre à lire et à écrire, donc voilà, d'une manière un petit peu différente. Mais effectivement certains parents pourraient se poser la question de est-ce que je peux pas pousser à fond, justement faire des heures sup en gros pour que ça rentre mieux. Ça pourrait arriver, effectivement. Moi j'ai pas de cas comme ça, mais ça pourrait arriver, je pense. Comme au niveau des sports, on sent qu'il y en a qui veulent absolument pousser leurs enfants pour qu'ils deviennent des petits champions tout de suite, dès le début. Ça peut arriver là aussi. Voilà, donc à ce niveau-là. Ensuite, je voulais parler un tout petit peu d'un sujet qui me tient à cœur aussi, c'est la place des jeux dans l'éducation des enfants. Alors, moi, que ce soit en classe ou en dehors, je ne suis pas fan du tout de la compétition. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas que les enfants soient les uns contre les autres. Apparemment ça peut les pousser, ça peut leur montrer, les inciter à dépasser leurs limites. Moi c'est pas ma vision de toute façon, que ce soit dans ma classe ou même à l'extérieur pour mes enfants.
Donc c'est vrai qu'en classe, par contre, on peut proposer énormément de jeux coopératifs. Notamment que la marque ABBA, qui propose des jeux coopératifs, ça y est, apparaît dans des catalogues. Non, c'est moi je suis pas venu. Voilà. C'est l'effet inverse. Et ensuite, donc c'était le plan école numérique rurale en fait qui avait été lancé pour équiper les écoles de tableaux interactifs. Ok, super, c'est reparti. C'est reparti. Ouais. Ok. Bon, ben voilà, ça, on est content d'être revenu. En votre absence, on a continué comme si de rien n'était, histoire de monter le replay proprement. Il faudrait qu'on fasse une petite ellipse en raccourci pour maintenant. Et vous aurez le replay après qu'on montera. Et on rajoutera la partie qui a manqué. Donc, voilà, elle est déjà dans la boîte. Voilà, donc en fait, il va falloir que tu reprennes en fait, je vais reprendre, les principaux pédagogues qui en France marquent. Oui, on en était. Voilà, et juste pour que, oui, voilà, en attendant le replay. Donc on en était. On a des infos de la régie. Voilà. Est-ce où est-ce qu'on en est par rapport au temps de parole? Il nous reste 3 minutes. Je crois que le problème... Oui, okay. Oui, on vient de voir ça. Bon, du coup, on est vraiment désolé de ce qui s'est passé. Donc, vous aurez le replay. Je pense qu'on va déjà finir proprement, parce que tu nous parlais là du tableau interactif, qui est quelque chose qui est vraiment passionnant sur le comportement des enfants. Oui, tout à fait, au niveau de la motivation. Et après, c'est pareil, on peut utiliser toujours aussi les PC portables ou les tablettes tactiles qui sont dans les classes maintenant, souvent, enfin qui peuvent arriver, et qui sont reliés notamment au tableau également. Ce qui fait qu'à n'importe quel moment, en utilisant certains logiciels, on peut faire passer le travail d'un enfant en visuel pour que tout le groupe puisse le voir. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, les enfants peuvent montrer leur travail eux-mêmes et ça nous permet d'avoir la main aussi un petit peu sur ce qu'ils font, quoi. Mais c'est un outil fantastique. Écoute, je te propose qu'on propose aux gens dans les futures éditions, si ça une fois que vous aurez vu le replay, si le sujet vous intéresse, qu'on reparle à fond tout ça, parce que c'est un champ super vaste. Même de découvrir les jeux qui sont utilisés, c'est génial. Moi, ce que je retiens en fait de tout ce que tu as dit, il me semble qu'il y a une chose qui est très importante pour un apprentissage efficace des connaissances et de la vie, c'est d'enlever la peur. Tout à fait. Ouais. La peur de celui qui enseigne, la peur du tableau noir, la peur du regard des autres. Je crois que la peur, c'est ce qui empêche d'apprendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Freinet avait proposé l'autocorrection, en fait, pour éviter la violence de l'autorité de l'enseignant, en fait, qui venait derrière comme une sanction. En fait. Le mot correction, qui est à la fois, à la fois la punition, la punition physique et à la fois la punition. À la fois le fait d'avoir fait une erreur. Oui, c'est ça, voilà, la vérification de l'erreur. Ouais, donc en fait, on a bien changé depuis les méthodes du début de l'école. Il y a eu plein de choses qui ont été faites. Et je crois qu'on peut dire qu'entre autres, peut-être grâce à l'ordinateur et Internet, peut-être des chances d'aller plus vite et du coup vers des enfants qui sont plus épanouis. Voilà, tout à fait, parce qu'en fait la connaissance est là maintenant. Elle est là, elle est sur le net, elle est dans les livres, elle est à plein d'endroits dans la réalité d'ailleurs, heureusement. Et en fait, ce qui est important maintenant, c'est d'apprendre aux enfants comment aller chercher cette connaissance et comment l'utiliser derrière. Voilà. Bon, donc rendez-vous la prochaine fois. Merci d'avoir été super patient et merci à l'IRC qui nous a envoyé des bisous et du soutien. C'est super mignon. Voilà. Bon, mais à tout de suite pour moi. Okay.